Un nouveau chapitre s'ouvre pour l'Europe en 2024 avec les élections européennes et une nouvelle mandature de la Commission européenne. La délégation des barreaux de France et Lefebvre d'Alloz poursuivent leur collaboration en vous proposant un podcast qui donne la parole aux personnalités qui contribuent à l'Europe du droit. Aujourd'hui, dans l'Europe à la barre, Hélène Biais, directrice des affaires publiques de la DBF à Bruxelles, reçoit la nouvelle présidence du Conseil des barreaux européens. Bonjour à tous, ravi d'accueillir à Vienne la nouvelle présidence du Conseil des barreaux européens, Pierre-Dominique Schoup, président du CCBE. Bonjour. Thierry Vickers, premier vice-président. Bonjour. Roman Zavresk, deuxième vice-président. Bonjour. Alex Talon, troisième vice-président. Bonjour. Bienvenue à vous quatre et merci de vous prêter au jeu de ce podcast. Pierre-Dominique Schoup, vous êtes ancien président de la Fédération suisse des avocats et vous avez pris la tête du Conseil des barreaux européens depuis le 1er janvier. 2024 est une année exceptionnelle au niveau européen et international, tant par les nombreuses élections qui s'annoncent que par la tenue des Jeux Olympiques. En 2024, le CCBE souhaite se faire mieux connaître des avocats au niveau national et local. Avec plus d'1 million d'avocats en Europe, que proposez-vous de faire pour qu'ils s'intéressent aux droits européens et aux actions du CCBE ? Beaucoup de choses. C'est extrêmement important que le CCBE soit mieux connu, je crois, des avocats européens et français, pourquoi pas. Parce que le CCBE, par sa fonction et son organisation, est en contact direct et permanent avec les organismes européens, Union européenne, Conseil de l'Europe, les tribunaux, Conseil de Cour de justice, etc. Et de ce fait, dispose d'une part d'un accès direct à ces organismes, et d'autre part, dispose d'une foule d'informations et de retours d'informations qu'il entend, autant que faire se peut, mettre à disposition des avocats européens. Donc, dans ce sens, c'est extrêmement utile, je crois, pour tout un chacun de disposer de cet accès au CCBE, mais pour cela, il faut connaître le CCBE. C'est précisément ce vers quoi nous devons, je crois, beaucoup travailler ou davantage travailler cette année, dans les années à venir. Maintenant, évidemment, il ne s'agit pas pour nous, CCBE, de prendre la place des barreaux nationaux qui font déjà un excellent travail de leur côté, mais simplement de rendre attentif tout le monde à ce qui peut se passer directement à Bruxelles. Nous organisons des webinaires directs, donc des modules de formation. Nous travaillons dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous avons rédigé toutes sortes de prises de position, recommandations, qui sont, je crois, utiles à tout un chacun. C'est dans ce sens que nous voulons développer ces rapports avec les avocats, aussi d'abord au travers des barreaux nationaux avec lesquels nous entendons avoir davantage de contacts, mais aussi de tenter d'aller sur le terrain, si je puis dire ainsi. Une idée qui me trotte parfois dans l'esprit serait, pourquoi pas, d'armer un bateau à la Juris Cup qui porterait le nom du CCBE. Ce serait une manière de se montrer un peu à tout le monde, et en particulier dans cette magnifique rade de Marseille. Alors, le message est passé. Avis aux avocats, cabinets et barreaux de toute l'Europe. Rendez-vous mi-septembre à Marseille. Avant ça, du 6 au 9 juin prochain, les citoyens européens éliront leurs représentants au Parlement européen. Le CCBE s'apprête à adopter un manifeste en vue de ces élections européennes. Quelles sont les demandes des barreaux européens à l'attention des futurs eurodéputés, Thierry Vickers ? Si on s'intéresse un petit peu aux législations récentes, soit celles qui sont récemment adoptées, soit même qui sont encore en cours de discussion, je pense par exemple à la dernière directive en matière de blanchiment, je pense également aux dispositions en matière fiscale, d'Axit, je pense aussi à ce qu'on appelle les procédures bâillons en français. On s'aperçoit qu'à chacune de ces occasions, la tentation a existé du côté des institutions européennes de remettre en cause certains éléments essentiels à la profession d'avocat, comme par exemple son secret professionnel, ou d'une manière générale de confondre un petit peu le rôle de l'avocat et le rôle du client. Et je crois qu'une des premières priorités que nous aurons vis-à-vis à la fois du nouveau Parlement et de la Commission européenne, c'est de leur faire comprendre l'importance de la profession d'avocat, à la fois pour le respect de l'état de droit, mais aussi pour le fonctionnement de la justice, et que la législation européenne, d'une manière générale, doit tenir compte
de ce rôle particulier des avocats, qu'elle doit veiller à leur secret professionnel, qu'elle doit assurer leur indépendance. Et je crois qu'une fois encore que c'est certainement une des priorités que nous aurons pour cette prochaine mandature de la Commission et du Parlement. Comment comptez-vous diffuser ce manifeste? Comment est-ce que vous allez pouvoir le porter? Et quelle démarche vous allez faire pour pouvoir le visibiliser? Le premier rôle du CCBE, c'est d'être le porte-parole de la profession d'avocat auprès des institutions. Et nous sommes organisés pour avoir des relations à la fois avec les parlementaires de manière extrêmement régulière, également bien sûr avec la Commission. Je crois qu'on peut souligner la qualité des relations que nous avons eues pendant la dernière mandature avec le commissaire Reynders, avec lequel nous avons vraiment pu avoir des relations régulières, étroites et parfaitement confiantes. Et puis, au cours des dernières années, nous avons été capables, au sein du CCBE, pour la première fois finalement, d'avoir aussi un lien et un contact avec le Conseil. Et ce sont tous ces leviers que nous allons faire fonctionner pour faire connaître notre manifeste au cours des prochaines années. Vous évoquiez le nouveau cadre européen de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui devrait aboutir tout prochainement. Compte tenu du futur établissement d'une autorité européenne de surveillance, l'AMLA, l'Anti-Money Laundering Authority, faut-il craindre des atteintes à l'autoréglementation de la profession d'avocat? Alex Talon. Comme Thierry l'a rappelé tout à l'heure, il faut toujours être vigilant et il faut faire en sorte que notre message au niveau des valeurs fondamentales soit écouté. Alors là, on n'a pas encore les textes définitifs en ce qui concerne cette nouvelle agence ou cette nouvelle autorité européenne, mais on peut, d'après en tout cas ce qu'on peut lire actuellement sur le site web et je dirais le communiqué de presse qui a été lancé, c'est que le message du CCB a été écouté. Les premiers textes nous faisaient un petit peu peur dans la mesure où cette autorité aurait eu des pouvoirs contraignants vis-à-vis des avocats, enfin surtout des organisations, des barreaux. Selon ce que j'ai pu lire, les textes finaux ne donneront pas ce genre de pouvoir à cette autorité, mais bien un pouvoir de recommandation qui serait un pouvoir de recommandation non contraignant. Et donc ça, il faut le souligner, c'est grâce au lobbying, en tout cas c'est grâce au travail qui a été fait par le CCB, plus particulièrement par sa commission AML et les papers, tous les documents qui ont été envoyés à la commission et aux parlementaires pour qu'on puisse, dans les textes aussi, respecter ce qui est quelque chose de très important, c'est notre indépendance d'une part et autorégulation d'autre part. On ne dira jamais assez que ces valeurs fondamentales, c'est évidemment quelque chose qui sert l'intérêt général, ce n'est pas l'intérêt particulier de l'avocat. L'avocat est là pour défendre les intérêts particuliers des justiciables et ça, c'est un devoir qu'il a, qui est un devoir qui sert l'intérêt général, ce qui a par ailleurs été déjà confirmé à plusieurs reprises par des hautes juridictions et notamment tout à fait récemment par la Cour constitutionnelle en Belgique. Et j'en profite pour dire que l'European Lawyers Day de cette année, organisé par le CCB, aura justement aussi pour thème l'autorégulation et la défense de ces valeurs fondamentales qui sont des valeurs fondamentales pour toute démocratie qui se respecte. Une fois que l'agence sera effectivement mise en place, on sait qu'il y a 9 pays qui sont candidats pour accueillir cette agence européenne, dont la France avec la candidature de Paris. Est-ce que le CCBE a déjà imaginé la relation qu'il pourrait avoir entre cette agence et le Conseil des barreaux européens? Comment vous voyez la mise en œuvre ensuite? D'abord, ils devraient effectivement déjà se mettre d'accord sur le siège final de cette agence. Ensuite, comme avec beaucoup d'autres institutions européennes, le CCBE tient toujours à avoir des relations privilégiées avec ces autorités qui ont évidemment qui peuvent avoir une influence sur la façon dont le métier est exercé, mais aussi dans la façon dont le métier est réglementé pour, le cas échéant, exercer, comme on l'a fait au niveau des textes ici de la Commission et du Parlement, pour exercer une influence positive, une influence constructive sur la mise en place de ce que cette autorité estimera nécessaire pour exercer les missions qui sont les siennes. Et comme on a des relations qui sont des relations avec la Cour de justice ou avec la Cour des droits de l'homme, on aura cette même approche, en tout cas, pour avoir de manière assez systématique des relations donc suivies avec ceux qui seront
en place dans cette autorité. Donc le CCBE restera vigilant. Par ailleurs, le Conseil des barreaux européens contribue chaque année à l'exercice d'évaluation de l'état de droit dans l'Union européenne. Vous adopterez demain, lors du comité permanent, votre contribution au rapport 2024 sur l'état de droit. Pierre-Dominique Schoup, quelles sont les actions les plus efficaces menées par le CCBE pour contribuer à défendre cet état de droit en Europe ? Alors, il faut peut-être commencer par rappeler que la défense de l'état de droit constitue un des piliers de l'activité du CCBE, au travers de laquelle il agit et se rend particulièrement utile. On vient d'évoquer, en parlant de l'agence, un des rôles du CCBE et une des mesures que le CCBE a pu prendre pour précisément garantir une certaine indépendance des avocats. Maintenant, pour revenir au rapport sur l'état de droit, il ne faut pas oublier que ce rapport est un véritable outil au service de la Commission européenne pour monitorer en quelque sorte la situation dans les différents pays. Et a d'ailleurs conduit, c'est sur la base de ce rapport d'état de droit qu'il est arrivé, il y a pas si longtemps que cela, que certaines sanctions ont été prises à l'encontre de certains pays, notamment la Pologne et la Hongrie, qui se sont vus refuser le versement d'un certain nombre de montants. Donc ce rapport, il est fondamental à maints égards. Le CCBE contribue, comme vous venez de le rappeler, à la rédaction de ce rapport parce que nous pouvons, de par notre présence au travers des avocats et des barreaux nationaux sur le terrain, faire remonter de l'information qui est ensuite analysée et intégrée dans le rapport. Et puis, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que lors du dernier rapport, il a été précisé et souligné, et la Commission le rappelle maintenant à chaque occasion, l'importance du rôle des avocats dans la défense de l'état de droit. Les avocats sont les acteurs de la justice, au même titre que le sont les juges, que sont les procureurs. Nous faisons toute partie de ceux qui travaillent de manière à ce que l'état de droit puisse continuer à perdurer au sein de l'Europe. C'est, je crois, le rôle le plus important que nous pouvons avoir au sein du CCBE. Je voudrais juste rajouter un tout petit mot à ce que vient de dire Pierre-Dominique. Le CCBE prend les choses tellement au sérieux que nous avons mis en place, pour la première fois cette année, un véritable réseau avec des points de contact dans chacun des pays de l'Union européenne pour pouvoir précisément collecter de manière plus efficace, plus régulière, ces informations qui vont nourrir le rapport sur l'état de droit. Nous veillons d'ailleurs, lorsque la question se pose, à nous rendre, à être présents dans les pays, dans les États où la situation peut parfois être compliquée. Pour donner un exemple, l'année dernière, nous étions en Pologne, c'était peu avant les élections, nous avons pu rencontrer les parlementaires, nous avons eu des réunions au Sénat, il y a eu une table ronde qui parlait de l'état de droit. Ce sont aussi ce type de mesures qui montrent à quel point nous agissons, nous faisons ce que nous pouvons. Alors, je sais qu'il s'agit d'un sujet sensible, mais je vous pose la question malgré tout, car elle est au cœur de l'actualité européenne. Une directive sur la lutte contre la violence faite aux femmes est en cours de négociation. Il s'agit de lutter notamment contre les mariages forcés, l'excision, le cyberharcèlement et plus largement contre tout type de violence à l'égard des femmes. Un point est venu bloquer la machine, c'est la question de l'intégration du non-consentement dans la définition du viol au niveau européen. Plusieurs États, comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, refusent de changer leur définition du viol, qui, au niveau national, fait référence à la violence, la menace ou la contrainte. Pierre-Dominique Schoup, le débat a eu lieu en Suisse en 2023 au Parlement pour adapter le code pénal suisse. Quelle solution juridique a finalement été retenue et pourquoi ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, ce débat qui était assez long et compliqué, et effectivement assez sensible, finalement pose d'un côté des problèmes, des questions de nature purement juridique, mais c'est avant tout aussi un débat sociétal. Dans la révision du code pénal, il était aussi question des autres problèmes que vous avez soulevés, mariage forcé, excision, etc. Ça, je crois que ça ne pose pas le début du commencement d'un problème. Tout le monde est d'accord qu'on doit prendre toutes les mesures nécessaires pour punir ce genre de forfait. Maintenant, la question des violences aux femmes, comment l'a-t-on résolu en Suisse ? Il y avait grosso modo deux grandes thèses. C'est ce qu'on appelait d'un côté le non-non ou le oui-oui, pour dire les choses autrement, consentement ou pas consentement. Et ça a beaucoup agité les esprits.
Et les discussions, et ce qui était aussi amusant, c'est de voir que les parlementaires que l'on voyait dans les débats publics étaient exclusivement ou quasi exclusivement des avocats. On avait des avocats qui soutenaient d'un certain point de vue, d'autres avocats qui soutenaient l'autre point de vue. Au Parlement suisse, il se trouve qu'il y a un grand nombre d'avocats et c'est eux qui se sont essentiellement consacrés à ce débat. Et puis finalement, on a trouvé une solution bien suisse, c'est-à-dire qu'on a travaillé et puis on a obtenu un consensus, qui est une façon, je crois, intelligente de procéder, où on a effectivement écarté l'idée du pur consentement pour prendre une solution quelque peu intermédiaire. Ce qui est mis en avant, c'est d'abord le refus par la victime, mais sachant que ce refus n'a pas forcément besoin d'être exprimé lorsque la victime se trouve dans ce qu'on appelle un état de sidération. On sait bien que dans ce type de situation, il est parfois impossible de dire non. Donc c'est un peu la solution qui a été adoptée, qui finalement a recueilli l'approbation de tout le monde, y compris de ceux qui auraient voulu davantage. C'est comme ça qu'on a, je crois, résolu le problème. En France, le lancement d'une application prétend remplacer les avocats. Et cela fait polémique. Thierry Vickers, en quoi la future réglementation européenne encadrant l'intelligence artificielle peut-elle apporter des réponses efficaces dans ce genre de cas ? J'ai bien peur de devoir vous décevoir. L'objet de cette réglementation européenne est beaucoup plus vaste que simplement régler un problème de réglementation du marché du droit. Il s'agit de garantir le développement de l'intelligence artificielle dans des conditions qui puissent être compatibles notamment avec son utilisation dans le domaine de la justice. Et ça, c'est une véritable préoccupation et on peut relever que cette application dans le domaine de la justice fait partie des applications qui sont considérées comme critiques et qui seront donc entourées du plus de précautions. On parle de plus en plus de l'effet Bruxelles, à savoir que la réglementation par l'Union européenne de l'intelligence artificielle, de la protection des données et autres a vocation à s'appliquer dans le monde entier et donc que l'Union européenne acquiert de plus en plus d'influence au niveau du droit dans le monde. Comment vous voyez cet effet Bruxelles ? Je crois que c'est une observation tout à fait pertinente. Jusqu'à présent, cet effet-là, il était réservé à la réglementation américaine. Pour la première fois, avec le RGPD, on a vu une réglementation adoptée en Europe avoir une influence qui est une influence internationale, qui n'est pas d'ailleurs une simple influence juridique, en ce sens que les entreprises américaines ont été obligées de respecter le RGPD, mais qui est une influence dans la création de la norme, puisque finalement, les normes de protection européennes ont été considérées comme les meilleures, et tout le monde s'en est inspiré, ou en tout cas les a prises en considération. Et ce que l'on peut espérer, c'est que dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans lequel l'Union européenne va être la première à prendre une réglementation, eh bien cette réglementation, elle serve et elle devienne l'inspiration de l'ensemble des réglementations internationales. Alors on reste dans le domaine des nouvelles technologies. Le CCBE envisage aussi de développer sa propre application mobile. Quelles seraient les fonctionnalités de cette European Lawyers App ? Si vous prenez le plan stratégique de l'Union européenne en matière de numérisation de la justice, c'est absolument sidérant. Il y a plus de 20 projets qui sont inscrits dans ce plan qui va courir de 2024 à 2028. Et ce qui est absolument évident, c'est que nous allons avoir besoin d'une identité numérique des avocats européens. Et la seule organisation qui est en mesure de porter ce projet, c'est le CCBE. Et bien évidemment, aujourd'hui, une identité numérique, elle ne se conçoit qu'en lien avec un smartphone. On n'imagine pas que cette identité numérique soit aujourd'hui placée dans un autre support. Et à partir du moment où nous allons avoir cette identité numérique, elle va devenir, ou elle peut devenir le cœur d'une véritable application qui permettra à tous les avocats européens d'avoir un lien direct avec le CCBE. Donc l'idée, c'est que chaque avocat ait l'Europe dans sa poche. Exactement. L'idée, c'est que chaque avocat ait le CCBE et l'Europe dans sa poche.
Je crois que le CCBE projette également d'établir une base de données comparée des réglementations applicables à la profession d'avocat dans les différents États membres de l'Union européenne. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ? L'idée d'une base de données qui regrouperait toutes les informations disponibles, non seulement d'ailleurs sur le plan réglementaire, mais peut-être également sur le plan statistique, sur la profession d'avocat, c'est une idée ancienne et, je dois le souligner à cet instant, c'est une idée qui a d'ailleurs été portée pendant un certain nombre d'années par la délégation française elle-même. Cette idée, c'est une idée que nous devons réaliser et que nous allons essayer de réaliser dans le cadre de ce plan de digitalisation 2024-2028 de la Commission européenne. Je crois que là aussi, il n'y a pas de doute sur le fait que le CCBE, en tant qu'organisation qui représente la profession d'avocat, a besoin de disposer, pour ne pas dire d'avoir le monopole, de l'ensemble de l'information sur la profession d'avocat. On ne discute pas d'une profession si on n'est pas en mesure d'en connaître parfaitement, intimement, la totalité des fonctionnalités, des principes et également des statistiques. C'est l'idée qui est derrière cette base de données. J'ajouterais, si je peux dire, que non seulement le CCBE a besoin et aura cette banque de données, mais elle sera aussi utile à tous les États, parce que le cross-border, les relations entre États prennent de plus en plus d'importance, et ces réglementations jouent un rôle toujours plus important. On est frappé de voir au CCBE les demandes régulières d'informations que nous recevons de gauche et de droite, alors même que si l'on disposait d'un outil de ce type-là, tout se résoudrait beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement. Donc finalement, c'est pouvoir proposer à vos barreaux membres d'accéder en bon français à un benchmarking de toutes les solutions qui se sont développées dans chaque État membre pour encadrer la déontologie, la discipline et toutes les modalités d'exercice de la profession d'avocat dans les États membres de l'Union européenne. Je crois qu'un des rôles du CCBE, on l'a tous vécu comme ça, en tout cas une de ses spécificités, c'est de nous permettre de nous comparer avec ce qui se fait ailleurs. Et la meilleure façon d'organiser cette comparaison, c'est de faire du CCBE le réceptacle de l'ensemble de l'information disponible pour la remettre à la disposition des barreaux, des avocats eux-mêmes et, comme l'a rappelé Dominique, parfois également aussi de personnes extérieures à la profession. Dans certains pays se développe la pratique du financement commercial des contentieux par des tiers. Il s'agit d'investisseurs privés, non partis à un litige, qui investissent à des fins lucratives dans des procédures judiciaires, en prenant en charge les frais de justice, les expertises, les frais d'avocat, ceci en échange d'une indemnité d'un pourcentage des sommes potentiellement perçues à l'issue du procès. La Commission européenne examine actuellement les modalités des différentes pratiques à travers l'Union européenne en vue d'un encadrement au niveau européen lors de la prochaine mandature. Alex Talon, quels sont les principaux garde-fous qui devraient être fixés afin d'éviter de potentielles dérives ? La question de ce qu'on appelle le third party funding, donc du financement par les tiers, est effectivement une problématique qui n'existe peut-être pas dans tous les pays, mais en tout cas qui est à l'ordre du jour depuis déjà un certain nombre d'années et qui, comme beaucoup de ces choses-là, nous vient aussi au départ de l'autre côté de l'Atlantique. Ceci dit, l'initiative de la Commission de donner un cadre réglementaire à ce financement par les tiers de procédure est, je pense, véritablement une bonne chose. C'est peut-être un peu contradictoire avec l'idée de l'autorégulation au niveau de notre profession, mais ce n'est peut-être pas aussi contradictoire que cela. Au CCBE, cela a été soumis à la commission déontologie, essentiellement ou même uniquement, commission qui était un petit peu frileuse par rapport à l'idée d'un third-party funding en tant que tel, vu, comme vous l'avez dit, les défis que cela procure pour ce qui concerne notamment ces valeurs fondamentales que sont l'indépendance et le secret professionnel. Ça n'a jamais été, à ma connaissance, soumis à une autre commission qui existe au sein du CCBE, qui est l'accès à la justice. Et je pense pourtant que c'est une problématique ou un sujet qui intéresse en premier lieu toute la problématique d'un accès à la justice pour chaque justiciable. Et donc, je pense qu'il faut d'abord reconnaître que le financement par les tiers peut être une opportunité également
que ce soit pour le justiciable qui permettra ainsi de faire, d'avoir ses droits reconnus, mais également probablement pour le barreau. Alors il faut réglementer, il faut faire de l'autorégulation aussi au niveau des avocats pour qu'ils respectent certaines règles dans le cadre de cette procédure, mais comme c'est une triangulation, on ne peut évidemment en tant qu'ordre d'avocats ne pas réglementer l'ensemble du processus. Il est donc important que les autorités publiques se penchent sur cette relation contractuelle qui naît entre le financier tiers ou le financeur tiers et le justiciable. Et que dans ce cadre-là soit encadrée la façon dont les procédures ou les procès ou les litiges soient financés, qu'il n'y ait pas effectivement peut-être des pourcentages qui soient totalement exorbitants, qu'on ne puisse pas prendre la direction en tant que telle de la procédure, mais qu'elle reste chez le justiciable et chez le client, et qu'il y ait aussi dans cette réglementation-là des garde-fous en ce qui concerne le respect du secret professionnel et le fait que dans cette triangulation dont j'ai parlé, ce soit le couple avocat-justiciable qui soit principal et que le tiers financier ne puisse donc pas interférer dans ce qui est donc essentiel dans cette relation de confiance qui doit naître, qui doit être présente entre l'avocat et son client. Donc je pense qu'un encadrement réglementaire est nécessaire. Je pense qu'il est aussi bon que la déontologie se penche sur la problématique pour émettre des règles qui donc permettent à l'avocat d'agir, mais qui le permettent d'agir dans un certain cadre déontologique. Mais il faut, je pense, être quand même relativement positif aussi par rapport à cette possibilité qui, je ne pense pas, prennent déjà des, entre guillemets, parts de marché très importantes. On n'est pas tellement loin non plus d'une protection juridique et du financement par des assurances de certaines procédures, bien entendu. Mais là aussi, il y a un cadre réglementaire. Il y a surtout le fait qu'on doit aussi respecter là la liberté du choix de l'avocat par le client. Je pense qu'on est un petit peu dans la même configuration, avec la différence ici que c'est naturellement purement du mercantile, avec généralement des procès avec des enjeux importants, où les sommes sont importantes et où évidemment aussi cet investisseur dans ces procédures veut également un retour sur investissement, ce qui est une notion que nous ne rencontrons pas nécessairement ou qu'on ne rencontrait pas, je dirais, il y a une vingtaine d'années d'ici. Cela a été brièvement évoqué dans ce qui vient d'être dit. Tout ce débat tourne finalement, est une conséquence du débat sur l'accès à la justice. Et j'aimerais revenir juste 2 secondes sur ce débat-là, parce que l'accès à la justice aujourd'hui, il est parfois ou souvent difficile pour les justiciables. Et dans ce sens, toute la question de l'aide juridictionnelle est un élément pour lequel nous intervenons beaucoup dans les manifestes que nous publions, dans les interventions que nous faisons aussi auprès de la Commission européenne. Celle-ci a fini, je pense, à comprendre qu'il y avait un problème et nous savons que des mesures sont en train d'être... Il est réfléchi à des mesures pour contraindre les États à améliorer l'aide juridictionnelle, parce que finalement, c'est par là que ça commence. Aujourd'hui, c'est ce que j'aime parfois dire, il n'y a souvent que les très riches qui peuvent se permettre de payer la justice, et ça, ce n'est pas quelque chose d'admissible. Pour conclure, que souhaitez-vous à vos confrères européens pour cette année 2024 ? En ce qui concerne, je suis convaincu que les avocats européens et les avocats en général vont prendre la mesure des bouleversements qui sont en train de nous arriver. La profession d'avocat a su être résiliente, mais je pense qu'il va falloir continuer à l'être. Il faudra, je pense, aussi se faire avec ce qui va changer, ceci dans l'intérêt de nos clients, mais aussi surtout dans l'intérêt de la démocratie. C'est ce que je nous souhaite à nous tous. Le CCBE a commencé depuis quelques mois une réflexion sur un plan stratégique pour être capable de faire face aux défis que représente pour les avocats la numérisation de la justice. Et moi, le vœu que je forme pour nos confrères, et au passage aussi pour le CCBE, c'est d'être capable d'adopter ce plan stratégique parce que c'est précisément la condition pour que notre profession, comme vient de le rappeler Dominique, soit capable de relever les défis que lui posent la numérisation et l'intelligence artificielle.
Après tout ce qui a été dit, ce que je souhaite aux avocats, c'est de continuer à être engagés dans un métier qui est formidable, d'avoir beaucoup de bonheur de l'exercer, de continuer à se battre pour le justiciable, de continuer à défendre avec beaucoup de conviction leurs clients et voilà, à pleinement s'investir dans ce beau métier en n'oubliant pas, et c'est cela que je voudrais en fait terminer, en n'oubliant pas qu'il y a aussi quelque chose peut-être un peu woke peut-être, je ne sais pas, ou un peu moderne de dire il y a l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et qu'il y a peut-être parfois aussi d'autres choses qui sont autant aussi importantes ou peut-être plus importantes même que la vie professionnelle, et que donc il ne faut pas non plus négliger ce bonheur qu'on peut avoir dans les choses simples de la vie et les choses importantes aussi. Bonne année à tous. Merci à vous quatre. Merci. C'était l'Europe à la barre. Rendez-vous dans les prochains épisodes pour découvrir les témoignages et éclairages de celles et ceux qui font l'Europe du droit.